dans la communauté, quels sont les types de métiers? Est-ce que Jérémy, tu peux diffuser en même temps en live les réponses? Comme ça, on Ouais. permet à tout le monde de voir. Il y a le résultat là? Ouais, donc Ouais. on voit qu'il y a plus des UX designers. Ah, on a des game artistes, Ouais, on a un game artist. étudiante en ergonomie, trop bien. Un beau pou. Oh. Ok, Qu'est-ce que ça et facilitateur aussi, chef de projet digital. Beau Poux. C'est quoi? Alors, POUX, je vois ce que c'est, mais BAUX, Business Analyst? Alors BA, c'est business analyst. Yes. On a quelques étudiantes et étudiants. Cool. Ça, c'est cool. On a un ingénieur, c'est cool aussi. Ah, une petite battle entre UX designer et designer, c'est parti. Ah super, il y a un dev front. Ou une, pardon. Bonjour à ceux qui arrivent dans le chat. Salut David. Oui, David est là, bonjour. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis un lien dans le chat. On va vous le Peut-être le remettre. remettre, parce que je sais pas ce qu'ils ont l'historique. Je vais le remettre. Salut Rémi, ça y est, je viens de le faire. On vous invite à mettre dans cette application, c'est quoi l'intitulé de votre métier aujourd'hui? On peut pas désactiver ces sons. Ça serait super. Je sais pas comment on fait. Attends. Les designers de pacotille qui font leur première visio sur Zoom, quoi. Complètement. En même temps, l'UX Zoom, pour le coup, hein, enfin voilà quoi. On a un Head of UX Experience aussi. 8 designers. Il y a des gens qui se connaissent dans le chat apparemment. The Play Store. On va pas tarder à commencer. Salut Josserand. Ouais, on y va? Allez, tant pis pour les retardataires. Non, mais on y reviendra juste après. Voilà. Ok, eh ben, merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça nous fait hyper plaisir de voir qu'on est aussi nombreux. Je regarde 59 personnes. C'est inespéré. On voulait faire ce petit webinaire aujourd'hui pour discuter un petit peu de deux choses. Déjà, de notre livre, de parler un petit peu des coulisses, de comment est-ce qu'on a vécu le projet, comment ça s'est passé, vous livrer un peu des infos inédites. Et puis, on s'est dit que c'était bien de parler de nous, mais qu'on avait surtout envie de parler de vous. Donc, on voudrait que la plupart de ce webinaire, il soit dédicacé plutôt à vous et à vos problématiques et à voir comment est-ce qu'ensemble, on peut tenter d'y répondre. On avait aussi une petite envie de savoir qui est-ce qui est se caché derrière nos lecteurs. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre ou pas, parce qu'on n'en a aucune idée. Alors, on commence par vos métiers. On refait un petit focus dessus. On était en train de remplir ça. Donc, on a quand même une grosse majorité du UX designer. On a des étudiants. Ok. Ça marche. Game artist. Ok. Bon, excellent. Bon, comme vous êtes assez nombreux, je sais pas combien on a de participants là actuellement. 61. C'était difficile de vous donner la parole à tous pour faire le tour de table. Donc, c'était une manière comme une autre de faire connaissance. On passe à la slide suivante. Non.
J'arrive à me repérer dans mes onglets, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une URL à mettre, Jérémy, Pour répondre au sondage? Ouais, je vais l'envoyer en même temps que tu te présentes. Ah, ok, super. Eh ben, du coup, on commence par moi. Donc, moi, je travaille chez Octo. C'est une boîte de conseil en informatique en tant que coach UX. Et ça fait 15 ans que je travaille dans le design d'expérience et j'ai travaillé dans plein de secteurs différents, dans les musées, dans l'industrie, dans la banque, assurance, santé. Donc moi, c'est Jérémy. Je suis UX designer freelance. Je partage mon temps entre justement donc, du freelancing et l'enseignement, parce que je suis responsable d'un master UX sur Valenciennes. Ça fait 4 ans que je me suis lancé en tant que UX et auparavant, j'ai travaillé pendant 18 ans dans des grandes organisations dans le domaine du digital. Et donc, bonjour à tous, moi c'est Karine. Et donc, moi, je me suis occupée des illustrations sur le livre pour situer un peu parce qu'on a eu vraiment chacun un rôle différent là-dessus. Et donc, moi, je suis freelance depuis 4 ans également. Je suis designer et j'ai travaillé dans plein d'environnements différents, entre des petites startups, des grands comptes, du service public. Et j'ai également donné des formations. Et on pourra en reparler juste après, puisque c'est là où on s'est rencontrés avec Marine. Peut-être avant d'embrayer en fait sur les coulisses du livre, on peut du coup voir, je vous ai envoyé un lien dans le chat pour que vous puissiez nous dire si vous aviez déjà lu le livre ou pas. Ça va nous permettre un peu de voir quel niveau de précision on va amener, histoire qu'il n'y ait pas trop de redites par rapport à l'ouvrage. Et donc là, on voit qu'on est quand même sur une grosse majorité. Ah oui, on n'a pas mis la réponse en train de le lire. On nous précise dans le chat qu'il y a des gens qui sont en train de le lire. Ouais, ceux qui sont en train, vous pouvez mettre oui. Ok. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour répondre. Ok. Ouais, donc on est quand même sur un gros 80% en fait. Et c'est pas grave, c'est bien aussi. C'était l'objectif aussi de ce webinaire, qu'on puisse vous en Il n'y a pas parler. d'intro à la fin de toute manière. Ouais. Ok. On passe sur les coulisses du livre. Alors, du coup, les coulisses du livre, on a envie un peu de vous parler de comment est-ce que ce projet il est né et en 10 minutes, hein, rapidement, mais comment c'est né et un peu comment est-ce qu'on l'a vécu comme une expérience d'entrepreneur, quoi, comme si on avait monté notre petite start-up. Alors, du coup, le projet, il est né au départ d'une rencontre. On a un point commun tous les trois avec Jérémy et Karine, c'est qu'on donne des formations à l'école des Gobelins en UX design pour les adultes et aussi donc, les formations continues et aussi les formations initiales pour les M2 en UX design. Et en fait, donc la même année, en 2018, avec Karine, on s'est rencontrés, on donnait carrément des formations ensemble sans forcément se connaître en test utilisateur et ça a hyper bien fonctionné. Et il y avait une belle alchimie et on a vraiment découvert cette vocation en fait, de transmettre nos retours d'expérience aux designers. On trouvait que c'était hyper cool de pouvoir rendre accessible en fait, ce qu'on vivait sur le terrain au quotidien. Et avec Jérémy, on s'est rencontrés au FLUPA UX lors d'une conférence. Je me souviens, c'était Emmanuel Mariveri qui nous parlait du diagramme café et on était à fond sur le sujet et ça nous a donné envie en fait, de pouvoir collaborer ensemble parce qu'on partageait vraiment cette même vision du travail en co-création et de pouvoir partager au plus grand nombre notre savoir. Yes. Et aussi, ouais, vas-y, Jeanne. Non, je voulais dire que l'année suivante, on a donné un atelier ensemble avec Marina, toujours au FLUPA UX. Donc, FLUPA UX, UX Day, c'est vraiment the place to be. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu cette année, mais ils reprogramment ça pour l'année prochaine. Je vous invite, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, vraiment à vous rapprocher de cette association. On y apprend plein de trucs et c'est vraiment un réseau hyper bienveillant et il y a moyen vraiment de trouver des bons contacts pour apprendre au quotidien. Vas-y, Karine.
Oui, non, j'allais dire un peu la même chose en disant que, avec Marina, suite aux formations qu'on a données au Gobelin, ça a tellement bien marché qu'on a derrière donné un atelier sur les tests utilisateurs, à Fluppa et c'est vrai que, voilà, c'est un environnement super, si je sais pas, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais si vous connaissez pas, c'est vraiment un chouette endroit où rencontrer des gens et où apprendre, des choses sur l'état de l'art de l'UX en France, c'est vraiment quelque chose que je recommande, voilà, ça fait. Et Du si coup, on peut poursuivre sur l'amorce de départ et la rencontre autour du projet, c'est effectivement nos parcours en tant que formateurs ou enseignants. On a pu du coup échanger sur un peu nos frustrations ou les frustrations on recueillait en fait de la part des gens à qui on pouvait donner des cours ou des formations justement, sur un peu de frustration de finalement se former à l'UX en 2 semaines ou voire même moins de temps en fait. D'un côté, mais qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, est-ce qu'il y a encore un suivi? Mon Dieu, c'est trop court en fait. Ils vont se prendre des murs, ça va être compliqué. Et comment on était un peu frustré en fait de ne pas pouvoir accompagner davantage là-dessus. Et nous, en tant qu'enseignants aussi, de ne pas pouvoir avoir ce suivi-là. Et donc, on a souhaité vraiment apporter un discours différent de toute la foultitude de livres qui sont tous très bien faits autour de l'UX sur les apports théoriques, et plutôt d'avoir un discours, ce qu'on a appelé nous un discours vrai, dans la vraie vie, comment ça va se passer. C'était une position qu'on avait en fait quand on donnait les cours, en fait, de dire voilà, en théorie, ça devrait se passer comme ça. Maintenant, nous, de notre expérience, ça se passe plutôt comme ça en général, et c'est pas grave, ça va quand même marcher. Néanmoins, vous préparez au mieux en fait pour éviter le plus possible le gap, le gros différentiel entre ce qu'on se dit pendant les cours et ce qui va se passer au quotidien. On embraye. ouais. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas UX, vous avez peut-être déjà vu ce schéma pour les autres. Vous pouvez faire une micro-sieste. On s'est rendu compte que la manière dont on a conçu ce livre, ça a vraiment été avec une méthode UX en fait. Et on va vous décrire les différentes étapes donc, de recherche, définition, idéation, prototypage, test. Et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte a posteriori et ça nous a bien amusé de réaliser ça, que en fait, cette méthode s'applique vraiment à tout et pas seulement au numérique. Voilà, on enchaîne. Jérémy. Ouais. Du coup, vous m'entendez? J'ai commencé en fait seule sur ce projet et après il y a Jérémy et Karine qui m'ont rejoint dessus. Et en tant que bonne geek de l'UX, quand j'étais en congé maternité et que je me reposais, je faisais des entretiens utilisateurs sur mes collègues UX designers pour comprendre quelle était leur frustration. Je pense que le boulot me manquait trop. Et du coup, ce soir, dans des personnes qui nous écoutent, notamment Rémi, ils ont participé à ces interviews. Donc, je les remercie énormément. Ils m'ont tous donné 1 heure de leur temps pour pouvoir me débriefer un peu qu'est-ce qu'ils vivaient au quotidien. Et moi, j'avais besoin de savoir si les frustrations qu'ils rencontraient étaient les mêmes que les miennes dans plusieurs types de boîtes, que ce soit dans des petites startups ou dans des grosses boîtes, dans un secteur ou un autre, et aussi en fonction du nombre d'expériences. Est-ce que c'était dû au fait que on démarre en UX, qu'on est confirmé ou est-ce qu'on est senior, quoi. Donc, j'ai eu pas mal d'apprentissages hyper intéressants, mais j'ai été quand même assez confortée dans le fait que même les personnes qui sont extrêmement seniors dans tout type d'entreprise, ils rencontrent quand même souvent les mêmes types de problèmes. Ouais, pour refaire un focus pour les personnes qui sont un peu plus juniors, cette phase de recherche, elle sert à dépasser le stade de l'intuition. Moi, je pense qu'il faut faire ça, et plutôt de repartir sur le terrain et observer ce qui se passe auprès des utilisateurs pour après embrayer sur les phases suivantes. Et là, on peut vraiment faire le parallèle avec ce que vient de dire Marina, c'est qu'on avait des intuitions, surtout quand elle a démarré le projet, mais on s'est rejoint là-dessus. Et de repartir de ces interviews, ça a permis vraiment d'avoir un panorama beaucoup plus large et du coup d'être conforté en fait dans OK, maintenant on peut embrayer, on a des choses solides pour démarrer le processus. Alors, donc issu de ces entretiens, c'est un peu plus de 20 entretiens, on en a ressorti, on a vraiment analysé les résultats de tout ce qui avait été ressorti et on en a identifié 34 situations. Il y en avait même un peu plus. Il y en avait
pratiquement une cinquantaine au tout début. Au fur et à mesure de l'écriture, il y a des choses qui se sont recoupées et sur lesquelles on s'est dit finalement, il n'y a pas assez de différence pour qu'on en fasse des fiches séparées, donc on les a agglomérées. Et donc, on en a retenu 34. Mais il y aura encore, je pense qu'il y a encore des sujets qu'on aurait pu traiter, ce sera pour le tome 2. Et pour dire que la phase de définition des problématiques, comme dans un projet UX, c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour les phases suivantes. Là, ça a été les 34 situations du quotidien des UX designers qu'on a choisi de traiter et qu'on a thématisé, qui ont donné après lieu au chapitre. Et donc, après la phase de stratégie d'organisation est arrivée la phase d'idéation, où on s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on s'adresse au lecteur. Et à partir de là, donc, il y a eu un travail conjoint entre l'écriture et l'illustration. Et donc, je laisserai Jérémy, Marina vous parler de ce qu'ils ont essayé de tester en termes d'idéation sur l'écriture. Moi, sur les illustrations, je me suis posé la question de comment transmettre au maximum les émotions, parler au maximum aux UX auxquels on s'adressait, en disant bon, on n'est pas tout seul dans notre galère, voilà, on vit les mêmes choses, mais aussi de montrer aux gens avec qui ils travaillent dans quel état ça peut mettre les gens qui font ce métier. D'un point de vue itératif aussi, on a beaucoup travaillé sur le texte pour pouvoir se challenger mutuellement avec Jérémy. Au départ, on avait pour espoir de pouvoir travailler en collaboration avec des coachs. D'ailleurs, le titre, c'était Manuel de coaching du UX designer. Et on voulait avoir un peu un ping-pong avec eux. Et on a essayé de les contacter. On s'est rendu compte que notre discours et nos métiers étaient hyper différents et que c'était difficile et qu'on n'avait pas forcément le temps. Donc, Jérémy, on a pris le relais tous les deux, mais on a quand même tenu une rigueur assez impressionnante. Au départ, on était, par exemple, si je commençais à écrire un article, on a écrit tous les deux 50% d'articles. Quand je commençais un article, je faisais le plan sous forme de bullet point, comme vous voyez là. Je faisais relire, Jérémy me faisait ses corrections, ensuite je passais en version draft, il me refaisait ses corrections, ensuite je passais à la rédaction, il me refaisait ses corrections, quoi. Donc on avait 3 niveaux de relecture différents entre nous. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un projet qui s'est étendu sur 2 ans, parce qu'effectivement, avec cette rigueur-là et nos vies perso et pro à côté, ça a pris un certain temps en termes de gestation. Et donc, effectivement, il y a eu des itérations aussi sur le ton de communication, où au début, on avait des choses où on se voulait avoir aussi un regard scientifique en parallèle de notre discours. Et comme disait Marina, ça a été un peu compliqué. Du coup, on s'est dit, on va revenir sur notre ressenti, notre vécu, mais en toute humilité, c'est-à-dire on va aussi bien parler de nos échecs que des choses qui ont bien marché. Et encore une fois, pour avoir un discours qui était différent des autres livres en fait, qui existaient déjà sur ces sujets-là. Et là où on s'est trouvé que ça a vraiment bien matché avec Karine, avec ses illustrations. Vous voyez en fait les différentes itérations. Et pour arriver à la dernière avec les carrés et les ronds, ça peut sembler vraiment naïf et simple. Et c'est tout le talent en fait qu'elle a eu de pouvoir faire passer les émotions sur des coups de crayon en fait très simplistes. Et c'est vraiment en apparence. Et c'est aussi ce qu'on avait voulu essayer de véhiculer en fait dans notre texte où avec des phrases très courtes, on se rechallengeait vraiment sur le ton de communication pour aller à l'essentiel et ne pas trop se perdre en fait dans les détails. Alors, je vais embrayer la phase de prototypage. Donc, dans un cycle UX, une fois qu'on a produit les idées, qu'on a brainstormé, qu'on a une foultitude d'idées, vient le temps de mettre en forme et de donner vie au sujet pour après le mettre dans les mains des utilisateurs. Et donc, à notre niveau, au niveau de l'écriture en tout cas, et Karine après va vous parler de la partie illustration, au niveau de l'écriture, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, tiens, on va poster des articles sur Medium, qui est une plateforme où on peut rédiger gratuitement en fait, des articles et voir en fait, déjà, est-ce que ça intéresse des gens? Parce qu'on finalement, on s'est dit peut-être que ça ne marchera pas. Et 2, quel rythme on peut tenir dans la production des articles? Est-ce qu'ils sont trop longs, pas assez longs? Comment on gère les illustrations à l'intérieur? Le ton de communication et quels sont les feedbacks des utilisateurs? Quels sont les retours qu'on peut collecter par rapport à ce qu'on a écrit? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises, qui ne sont pas bien claires, en fait, et sur lesquelles on a pu, du coup, amener quelques petites itérations au fur et à mesure.
Ouais. Et après, pendant le prototypage, c'est aussi poser la question du format du livre. Et on a donc prototypé des maquettes aussi bien pour la mise en page que pour le format, la taille. Bon, alors là, sur la photo, on voit un mini-livre, on ne l'a pas envisagé comme ça, mais c'était le tout premier proto que j'ai fait. Et avec Marina, on avait discuté du fait qu'on aimait bien les livres qui se feuillettent et qu'on peut lire à n'importe quel endroit. Et on aime bien dire que c'est un livre qu'on peut laisser sur le coin d'un bureau. Mais en fait, c'est surtout qu'on aime bien l'idée que les gens puissent aussi l'avoir aux toilettes et pour pouvoir le lire à n'importe quel moment. Elle l'a dit. Voilà, à n'importe quel endroit du livre. Je l'ai dit, et ouais, je l'ai dit, tout à fait. Mais c'est vrai, je sais qu'il y a un livre comme ça dont on avait parlé, c'est Les 100 choses que tout designer doit savoir, qui est un super livre aussi parce que, qui est un super livre parce que on peut vraiment en prendre une fiche de temps en temps comme ça. Et gardez vos livres de design aux toilettes, c'est super, on apprend plein de trucs. Voilà. L'autre chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'on ne s'est pas vu physiquement énormément, parce que au-delà des confinements successifs qu'on a pu vivre au cours de ces 2 ans, géographiquement parlant, on n'est pas localisé aux mêmes endroits. Moi, je suis dans le nord de la France. Karine était un peu nomade et Marina, elle est sur Paris. Et donc, la plupart on a dû se voir une dizaine de fois, grand maximum, avec Marina et un peu moins avec Karine. Et donc, tout s'est fait à 4 mains, mais vraiment, à 3 paires de mains. Mais vraiment, tout s'est fait à distance, globalement. Et donc, c'était aussi un peu le challenge du projet, quoi. Et enfin, la dernière partie, alors même si c'est pas ce qui a duré le plus longtemps dans notre projet, mais on est quand même content d'avoir réussi à faire des tests utilisateurs. Et merci beaucoup à nos 4 utilisateurs, dont David, qui est là ce soir. C'était vraiment bien. En fait, on avait envie, avant de donner ce manuscrit à l'éditeur, d'avoir des feedbacks, des retours d'autres confrères UX designers. Et en fait, on était dans une phase où on était très, très en retard déjà sur la livraison du produit et on a insisté en fait pour gratter pour avoir 2-3 semaines de plus. Donc, on a été un peu insistant auprès des lecteurs aussi pour qu'ils aillent vite. Mais ça a apporté énormément en fait leur retour, leur recul sur les remarques qu'ils ont pu faire. On était hyper contents. Carrément. Voilà pour le projet. Je pense que on vous a donné comme ça un petit aperçu en fait des coulisses de ce genre de sujet. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas en tout cas à les mettre dans le chat. On va essayer de les traiter au fur et à mesure. Et si après le webinaire, vous voulez continuer à échanger ou même dans un horizon un peu plus lointain, tout n'hésitez pas. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on partagera avec vous. David a l'air chaud pour un relecteur sur le tome 2. Ah bah cool. J'interprète. Du coup, hop, j'admets les gens au fur et à mesure. On a une question, Jérémy, sur le lien avec la maison d'édition. Ouais. On avait mis une slide là-dessus et on ne voulait pas vous embêter. Du coup, on en reparle. Très rapidement, hein, mais en fait, on avait très, très envie d'être publié chez Erol. En fait, on avait deux envies. C'était de partager ce projet au plus grand nombre de manière gratuite. Donc, on voulait le faire en open source. Et en même temps, on avait envie qu'il soit publié. Donc, on a longuement hésité entre l'auto-édition et Erol, mais on trouvait que Erol, vu que nous-mêmes, on a lu beaucoup de livres de design Erol, on avait envie d'être chez Erol, quoi. Et en fait, on a demandé l'adresse mail de quelqu'un chez Erol. Donc, on a eu de la chance de pouvoir se le procurer. On a envoyé un petit mail avec nos articles médium et le plan de chapitre qui s'était basé sur notre ossature de notre Trello avec nos 34 problématiques, quoi. Et le lendemain, on a reçu un message en disant « Ah là là, ça a l'air trop bien, il faut qu'on se rencontre la semaine prochaine pour en parler. » Et quand on s'est rencontrés la semaine prochaine, on nous a dit directement « Ah bah oui, c'est bon, on signe, on y va, quoi. » Ouais. Trop heureux, quoi. On était trop impressionnés, on n'y croyait pas du tout. C'est assez surréaliste. Et oui, et ça a aussi contribué. Au début, on voulait en parler aussi dans la rubrique test utilisateur parce que c'était aussi un moyen de tester le projet, de se dire finalement, s'il n'y a personne qui veut l'éditer, ce bouquin, peut-être que ce n'est pas la peine qu'on y passe trop de temps, quoi. Donc, c'était un moyen quelque part de se confronter. Et c'est vrai qu'on l'a fait assez tôt en se disant ça va prendre beaucoup de temps. Le temps qu'on convainque les gens que c'est vachement bien ce qu'on fait et que ça serait quand même bien qu'ils nous publient. Et en fait, on s'est un peu fait prendre à notre propre jeu puisque
c'est un peu les premières étapes qu'on a réussi à valider. Et donc, ça nous a vraiment aussi donné l'énergie nécessaire de dire, bah voilà, maintenant que c'est engagé, il va falloir qu'on aille au bout du projet, quoi. Mais c'était assez dingue. Il y a une question pour savoir si on a bien mentionné les spécificités entre travailler en agence, chez l'annonceur ou en freelance. En fait, tous les trois, on a travaillé dans les trois domaines. Donc, on a pris le parti en fait d'essayer un peu de lisser tout ça parce qu'on n'a pas vu émerger énormément de différences en fait d'un côté ou d'un autre. Mais c'est peut-être une thématique qu'on pourrait creuser par la suite. Parce qu'en tout cas, la question s'est posée à plusieurs reprises chez certains relecteurs. Ouais. Mm. En effet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est bon, on peut continuer. C'est bon. Du coup, pour celles et ceux qui ont vu passer lors des précédentes communications, on vous avait envoyé un petit lien pour savoir si vous aviez des situations au quotidien que vous souhaitiez qu'on aborde. Et donc ça, là, on arrive dans cette partie-là. On a du coup récupéré l'ensemble des questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va traiter celles qui ont recueilli le plus de votes en fonction du temps qui nous est imparti. On est ensemble jusqu'à 19h30. Et ça va être aussi l'occasion d'introduire Monsieur David Jan, qui nous a fait l'amabilité en fait, de pouvoir être présent et qui va aussi amener un regard du coup, complémentaire au nôtre. Parce qu'on s'est dit que vous n'auriez peut-être plus forcément envie en fait, de nous entendre, nous, si vous aviez déjà lu le bouquin, ça allait faire un peu beaucoup. Et du coup, de ramener un regard extérieur avec une vision complémentaire. David, qui est UX stratégiste sur Paris. Et, David, si tu veux activer ton micro pour, je ne sais pas comment je fais pour te redonner le micro d'ailleurs. En attendant, je repartage le lien pour les questions, même si on n'aura pas forcément le temps de les traiter maintenant. S'il y en a qui veulent en rajouter, ce sera peut-être l'objet d'un autre appel. Ouais. Voilà, bah nickel. Du coup, je ne sais pas si toi, tu peux réactiver ton micro, David, normalement. C'est bon. Ouais, cool. C'est bon. Et donc, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut Jérémy, Marina, Karine et tout le monde qui est là. Et donc, ouais, merci beaucoup de me donner un peu, de me proposer de répondre aussi aux questions qui sont tombées. J'ai jeté un petit coup d'œil rapidement. Ouais. Et puis du coup, on n'a plus qu'à avancer là-dessus. Je pense qu'aussi, il y a des personnes aussi dans l'assistance là, qui ont pas mal de background et qui pourront aussi apporter des choses. Donc, n'hésitez pas dans le chat à laisser des réflexions, des remarques, ou même si vous avez des astuces, des choses que vous avez mis en place qui ont vachement marché, je pense qu'on peut largement vous donner la parole aussi pour que vous nous fassiez part de vos petits trucs. Exactement. Tu fais bien de le rappeler, David. Merci beaucoup. On a vraiment voulu faire ce temps-là en fait en échange. Et donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas que descendant, mais surtout si vous avez des expériences ou des remarques ou des tips à partager, c'est vraiment le moment, soit dans le chat. Après, s'il faut, on pourra réactiver votre micro pour que vous puissiez le partager et enrichir l'ensemble des participants. On y va, c'est parti. Alors, première question. Alors, la première question, c'était je n'ai pas le temps d'aller au contact des utilisateurs. Je commence, mesdames. Alors, je vous entends plus. Est-ce qu'on peut juste demander de faire préciser un minimum qu'est-ce qu'il entend derrière ou qu'est-ce qu'elle entend derrière cette question? C'est ça. Donc, le problème, c'était une personne. La personne est donc, si l'auteur de la question est parmi nous, ça va peut-être être l'occasion de préciser. Et sinon, on va voir, on a abordé différents angles en fait pour essayer d'y répondre de manière la plus complète possible. Ouais, donc peut-être que la personne n'est pas là. Donc moi, je l'ai vraiment, pour commencer, pour démarrer, je l'ai abordé sous l'angle si c'est vraiment une question de temps en fait. C'est-à-dire le planning est trop serré. C'est pas que j'ai pas les compétences ou que j'ai pas l'argent. En fait, c'est juste que j'ai pas le temps. Et pour autant, comment faire dans ce cas-là? Donc très rapidement, un des moyens en fait, c'est de le faire sur des temps en fait qui sont un peu en off. Donc ça peut être sur des temps de pause, pause déjeuner, pause café, d'aller au contact des utilisateurs.
de manière un peu informelle pour essayer de poser les questions, d'observer les usages, d'essayer de récupérer de la matière du mieux possible. L'autre piste, c'est de lancer un questionnaire. Le questionnaire en ligne, alors surtout dans ces phases actuellement, c'est un super moyen de toucher un large spectre de public de manière assez rapide. C'est-à-dire qu'en envoyant une fois le lien, vous pouvez toucher plusieurs milliers de personnes. Après, le traitement d'informations qui va bien derrière, mais du coup, si vous traitez sur plutôt des questions fermées, vous allez pouvoir en fait assez rapidement collecter, faire vos statistiques et recueillir les entrants. Le dernier point que moi j'avais identifié, c'est dans ce cas-là, si c'est vraiment qu'une question de temps, on peut peut-être trouver des collègues qui peuvent nous aider, voire en fait sous-traiter. Il y a des cabinets avec des panélistes ou des agences qui se feront un plaisir, si vous avez un petit peu de budget, de le réaliser à votre place, et du coup vous pourrez paralléliser en fait les actions et gagner du temps ainsi. Karine, tu voulais enchaîner? Oui, j'essaie de faire un live dessin, mais mon logiciel ne fonctionne pas. Ce que m'avait évoqué cette question, c'était plus l'idée de dire, en fait, des fois, on se donne n'importe quelle excuse pour ne pas aller au contact des utilisateurs, parce que souvent, le problème, c'est qu'on n'en a pas l'habitude. Et quand on a l'habitude d'aller voir les gens, en fait, on se rend compte qu'en 2 jours de temps, voire même parfois moins, on a déjà l'occasion d'avoir un maximum de retours. Et avec Marina, pendant les formations ou les ateliers qu'on a pu donner sur les guérillas tests, il y avait vraiment cette notion de en 2 jours, avec une demi-journée de préparation, une demi-journée de passation, une journée de restitution, et en se laissant un petit peu d'air entre les deux, on a vraiment beaucoup de retours intéressants. Et quand on réalise, il faudrait que je retrouve la page dans le livre, mais il y a un petit schéma qui montre le coût en fait d'identifier une erreur tard dans une conception. Quand on réalise que plus on identifie une erreur tôt dans la conception, et moins elle nous coûte cher, en fait, le ratio temps passé à faire une rencontre avec des utilisateurs et le temps perdu, ou le coût en tout cas, de ce que ça va nous coûter de corriger cette erreur-là, en fait, est vraiment négligeable. Donc, le fait de s'en rendre compte soi-même et de le partager à son équipe. Donc, je rejoins un peu ce que tu disais, la question du temps est un peu et pas forcément le bon axe pour moi. Marina? Ouais, moi, je voudrais rajouter 2 choses. En fait, souvent, le temps, c'est que moi, personnellement, quand j'arrive sur des missions, c'est ah, mais les développeurs se tournent les pouces, donc dépêchez-vous de nous livrer des maquettes, quoi. Le truc un peu classique. Donc, si cette question est tournée dans ce sens-là, oui, on peut faire des guérillas. Moi, le guérilla que je trouve qui fonctionne le plus, mais bon, je pense que mes proches et ma famille vont commencer à en avoir marre, mais j'ouvre mon téléphone et je regarde toutes les personnes qui correspondent de près ou un peu plus de loin à ma cible, quoi. Par exemple, sur du leasing automobile, j'étais partie sur des potes qui ont acheté des voitures et qui font partie de la bonne tranche d'âge, etc. Et en fait, quand je fais ça, je fais genre des réunions d'une demi-heure, c'est hyper court. Et surtout, là, ce que j'essaye de faire, c'est pas les faire toute seule, en fait. Je le fais avec le product owner, voire avec un dev. Et souvent, quand ils sont là et qu'ils écoutent à côté, voire qu'ils posent des questions, même s'il y a plein de biais, etc., c'est pas grave. Ils se sont rendus compte en fait à quel point on était parti trop vite sur les devs, et ça leur permet toujours. Enfin, moi, ça me permet derrière d'acheter 1 ou 2 jours en plus pour faire de la recherche utilisateur, quoi. Ok. David, est-ce que tu souhaitais intervenir sur cette question? Là-dessus, bon, il y a déjà pas mal de choses là, qui ont été dites. Ensuite, ça dépend effectivement du contexte. Quand on dit j'ai pas le temps d'aller au contact, à cause de quoi est-ce qu'on n'a pas le temps? Si on est un peu surchargé de fais ci, fais ça, fais vite de la prod, quoi, fais vite des maquettes et ce genre de choses. Il y a un vrai sujet de faire comprendre aux PO, PM ou aux personnes qui mettent un peu cette pression, le risque d'être tout le temps sur de la production, et de leur faire comprendre qu'il faut qu'on aille voir des utilisateurs, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, Jérémy, je trouve que c'est très bien, c'est dur, enfin, il faut se motiver de le faire sur du temps libre pour réussir à amener la valeur, à prouver la valeur à ces personnes qui nous mettent la pression pour qu'on soit tout le temps dans la prod, et qu'on leur dise voilà, moi pendant 2 semaines j'avais besoin de ces tests.
j'ai pas le temps de les faire pendant les heures de boulot, mais j'ai pris le temps pendant le week-end, j'ai pris le temps entre midi et 2, un peu le soir. Voilà les insights que j'ai ramenés, et regardez à quel point ça nous éclaire. Regardez à quel point vraiment ça a de la valeur, ça. Donc si c'est un j'ai pas le temps parce qu'on me laisse pas le temps et que les gens voient pas la valeur, il faut vraiment évangéliser, il faut éduquer là-dessus, quoi. Et tu disais aussi, si on n'a pas le temps parce que voilà, on est un peu seul, on a déjà fait des tests et puis on n'a plus forcément le temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, effectivement, il y a des boîtes. Et ça vaut le coup à un moment de dégager un petit peu de budget pour que ce temps soit pris par des boîtes spécialisées là-dedans, quoi. Et ensuite, amener sur la table, il ne faut pas que la situation reste comme ça pendant 6 mois, 1 an. Il faut vite amener sur la table le fait qu'on a besoin de quelqu'un pour faire de la research et on a besoin de temps, quoi. La personne, en fait, elle a précisé sa question. Elle disait que ce qui lui manquait, en fait, pour diffuser son questionnaire, c'était de savoir comment le diffuser sans le biaiser. Parce que si elle diffuse uniquement via mail ou via son compte Facebook, et c'est trop biaisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre dans les participants? En fait, pour la question du biais, moi je trouve que ça dépend un peu de ce qu'on appelle un biais, parce que si on là je vois dans le chat effectivement que ça concerne, la conception d'un site pour un cabinet d'avocats, en disant que la cible se trouve plutôt sur LinkedIn, bah, en fait, c'est un bon biais je trouve, d'aller chercher les gens, où ils ont leurs usages en fait. Donc c'est pas forcément un problème, à mon sens, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais Oui. d'aller, piocher les utilisateurs, dans leur environnement naturel. Je pense que c'est exactement ça. On parlait de Facebook ou de Twitter ou de LinkedIn. Enfin, effectivement, en fonction de la cible et des usages de cette cible, tu vas plutôt être amené à traiter, à poster en fait ton message soit sur des plateformes, des usages professionnels comme LinkedIn, ou plutôt des usages perso comme Facebook. Après, en fonction des tranches d'âge aussi, ça peut jouer, ou alors sur des Slack bien spécialisés. Ouais. Moi, je sais que j'évite de poster sur les Slack de la communauté UX si je ne veux pas avoir le biais en fait, d'avoir que des UX designers qui vont me répondre. Mmh. Et si c'est plutôt sur un public assez jeune ou sur des problématiques vraiment perso, à ce moment-là, je ne vais pas hésiter à poster plutôt sur Facebook que sur LinkedIn. Donc voilà, après, c'est en fonction de la taille de ton réseau, etc. Mais je pense que c'est des bonnes questions à se poser avant pour effectivement éviter de se prendre un flop et de pas avoir suffisamment de répondants, quoi. Ouais, moi, je dirais que personnellement, je me méfie un peu des questionnaires pour, pour 2 raisons. La première, c'est que souvent, les questions qu'on fait, elles sont biaisées. Même quand on connaît les biais, c'est hyper difficile de faire des questions non biaisées. Et la deuxième, c'est que souvent, quand on fait des questionnaires en phase très amont et qu'on ne sait pas trop à qui on s'adresse un peu à tout le monde et à n'importe qui. Et en fait, on ne s'adresse pas vraiment aux early adopters, ceux qui seraient le plus à même en fait, d'utiliser notre service ou notre application. Donc, l'un comme l'autre, je trouve que c'est beaucoup biaisé en fait quand on le fait vraiment en phase d'exploration tout au début. Mmh. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, la question portait apparemment sur les groupes Facebook aussi, entre autres. Moi, c'est une ressource que j'avais beaucoup sous-estimée au début de mes pérégrinations de rechercheuse UX. Hem, c'est un vivier incroyable. Il y a énormément de groupes Facebook sur tous les sujets, et encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qui continue de me surprendre. Mais voilà, si vous savez pas trop où aller chercher des utilisateurs, ne serait-ce que d'aller dans les groupes Facebook pour voir quels sont les sujets qui sont discutés au quotidien, ça donne déjà un premier filtre, de compréhension des usages, qui est assez intéressant. Et après, il y avait un autre point de quelqu'un qui disait que, je retrouve pas la question. Ah oui, Emmanuel qui disait: «Le problème, c'est que ça peut devenir une constante de faire les tests le week-end». Hem J'ai l'impression que, en tout cas, moi, les fois où j'ai fait les tests sur mon temps personnel, comme disait Jérémy, en fait, les équipes se rendaient vite compte de la valeur que ça avait, et puis, du coup, c'était réintégré, au travail payé. Donc, Ouais. Je pense que voilà, j'espère que ouais, vas-y, Karine, excuse-moi. Vas-y. non, 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 et j'espère que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à d'autres environnements que ceux dans lesquels moi j'ai eu la chance d'évoluer. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, et je pense que David l'a bien dit dans le chat, mais du coup, je le redis en direct. L'idée, c'est pas de systématiser en fait ça, mais dans les cas où vraiment c'est bloquant,
En tout cas, c'est de ne pas se ranger en fait, derrière le « je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps », et bien de se dire, dans ces cas-là, de manière exceptionnelle, et en se disant, voilà, là, je l'ai fait sur mon temps perso, mais pour prouver en fait que les fois d'après, la valeur en fait de le faire et qu'on me laisse le faire les fois d'après. Donc, c'est toujours qui se joue en plusieurs bandes, hein, et naturellement, l'idée, c'est pas de systématiser le travail, soit sur des temps off, mais c'est bien de se ménager cette zone en fait un peu de sécurité pour pouvoir faire le job tel qu'on a envie de le faire. Ok, on passe à la question suivante. Je vois qu'il y a pas mal d'échanges autour des. Alors, attends, il y a une proposition de longueur du questionnaire quand c'est adressé au groupe Facebook. Leïla qui demande ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, j'ai jamais fait, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un retour là-dessus? À part ça dépend. Bon, ok. On va passer. On passe à la question suivante. Question suivante, on les a vraiment copier-coller en fait telles qu'elles nous ont été soumises. Donc, plus large que l'UX, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait standardiser les métiers du web pour éviter les métiers UX entre guillemets bullshit qui dévalorisent l'UX même? Alors, qui veut commencer? Est-ce que Marina, tu veux démarrer? J'ai l'impression qu'il y a ma maison qui va s'envoler. Alors, je vous retire le micro. Oui, donc cette question, j'étais un petit peu embêtée parce que je suis pas sûre de bien la comprendre en fait. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que les métiers du web, ils se standardisent de plus en plus. Quand j'ai commencé il y a 15-20 ans, j'étais plutôt webmaster, à faire à la fois le dev, le contenu, le design, voilà, je faisais un peu de tout, quoi. Et maintenant, on voit bien quand même qu'on a des spécialités, donc je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Hem, Est-ce que Benjamin pourrait, détailler sa question ou pas? Benjamin, il est parmi nous. Je vois un Benjamin. Ah, Est-ce que oui, il est présent. Alors, tu peux attends. prendre le micro et nous dire, ce que tu entendais derrière? Pour répondre bien à tes attentes. Allô, est-ce que tout le monde m'entend? Yes. Ouais. Bonjour à tous. Hello. Alors pour ma question, pour la préciser un petit peu plus, ce que j'entends par standardiser les métiers du web, c'est comme, on pourrait dire que c'est à peu près comme le projet de Lobcast, je ne sais pas si vous connaissez, qui tend à standardiser tout le vocabulaire du web, donc avec une certification, etc. L'idée, ça serait est-ce qu'on ne serait pas dans un ère où il faudrait faire la même chose pour les métiers du web? Parce qu'il y en a de plus en plus, je trouve. Sur LinkedIn, on voit des métiers, ce que je dis bullshit, c'est un peu hard comme mot peut-être, mais il y a de plus en plus de métiers enfin, des gens qui vont se dire différents parce qu'ils vont apporter un autre nom à des métiers qui sont déjà existants et qui vont apporter une certaine valeur ajoutée, et qui vont du coup profiter de la naïveté peut-être des clients ouais, de la naïveté des clients qui pourraient se dire « Ah ok, celui-là, il a quelque chose de différent, je vais le recruter ou alors je vais lui faire confiance ». Et c'est là aussi que les UX designers vont se diviser finalement et faire concurrence, mais vraiment de la concurrence, alors que l'UX, on est dans une démarche de collaboration et c'est là où je dis il faudrait peut-être standardiser les métiers dans ce sens-là, quoi. Je ne sais pas si c'est plus clair Du coup, pas. si j'essaye de reformuler, ce que tu dis, c'est qu'il y a certaines personnes qui font pas vraiment, de l'UX ou de l'UI, mais qui disent qu'ils en font et du coup, ça porte atteinte à toute la profession, c'est ça? D'une part, il y a ces personnes-là, et d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font très bien leur job, qui font de l'UX correctement, mais qui veulent apporter peut-être quelque chose de différent en se disant être différent pour se démarquer. Parce que l'UX, maintenant, on va le retrouver de plus en plus. Enfin, quelqu'un qui travaille dans le web, il a tout intérêt à mettre UX designer sur son poste parce que c'est devenu un standard, comme on pourrait retrouver les web designers à l'époque. Maintenant, web designer, celui qui met ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, je pense. Donc voilà, je pense qu'il y a cette nécessité maintenant pour certains de se démarquer
en mettant autre chose que UX designer, quoi. Je sais pas, moi, je dirais quand même qu'au-delà du terme du UX designer, on voit vite après dans une équipe la personne qui se met au service du reste de l'équipe pour apporter un maximum de valeur et pouvoir avoir un produit qui sorte. Donc, je sais pas. Moi, la seule chose, le seul conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent là, je pense que vous avez tous un avis. C'est une question qui pourrait prendre plusieurs heures. Je vais vous mettre dans le chat 2 liens de sites que j'aime bien, qui vous donnent en fait des skill matrix, donc des grilles de compétences du UX designer que je trouve vraiment adaptées à aujourd'hui aux réalités du marché. Parce que je vois passer des grilles de compétences qui sont un peu datées, très orientées ergo, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur, en tout cas sur le design agile et web, on est sur quelque chose de plus de soft skills, en fait, sur des compétences un peu de savoir-être. Merci. David, est-ce que tu souhaitais apporter ton éclairage? J'étais en train de feuilleter le lien que tu viens envoyer, Marina. Il a l'air vraiment bien. Et effectivement, ouais, c'est une question. Là, Jérémy, tu me demandais si je voulais dire quelque chose et je t'ai répondu en message. C'est polémique et compliqué comme question, quoi. Je me rappelle à l'époque, là, quand je sortais de formation en 2005-2006, il y avait déjà un gros sujet sur faire pas une référence, une certification du métier d'ergonome. Donc, une des choses qu'on appelait UX designer à l'époque. Et les discussions ont duré des années, il y a des comités qui se réunissaient, etc. Et le truc n'a jamais vu le jour parce que c'est compliqué de faire quelque chose comme ça. Et est-ce que ça a vraiment un sens? Je sais que moi, souvent, ça m'arrive d'être sur LinkedIn et de me dire mais c'est pas possible de dire comme ça et de se dire UX designer, etc. Et je boue un peu intérieurement, mais je me dis d'un autre côté qui je suis pour dire un truc comme ça. Et même, du coup, j'ai envie d'extrapoler en me disant comment est-ce qu'on peut vraiment définir une espèce de référence de ce que c'est que l'UX designer. Le type de matrice que tu as envoyé, Marina, j'en connaissais une, je ne sais pas s'il y avait la même chose dedans, que Raphaël Yarassari avait posté à un moment et qu'il enseignait dans son master, pour dire, voilà, il y a différents types de profils, et c'est un peu cette histoire de profil en T, dont on entend souvent parler, avec des UX qui vont être plus côté UI, d'autres même qui vont être un peu plus côté marketing, d'autres qui vont être plus côté ergonome. Et c'est vrai que certains se vendent un petit peu en mettant un titre UX, alors que bon, ben, selon nous, ils font pas le job là-dedans, et ils arrivent un peu à bombarder des entreprises qui n'ont pas trop de recul là-dessus. Ça nuit un petit peu à la profession, c'est vrai, mais je ne pourrais pas apporter de réponse définitive là-dessus. Est-ce que ça vaudrait le coup ou pas de faire une espèce de standardisation du métier? Je te disais, j'aimerais bien, je pense que Rémi Taeb, ici présent, aurait un avis aussi sur le sujet, mais comme disait Marina, je pense qu'on peut en parler pendant une semaine de ce sujet. Rémi, tu souhaites intervenir? Je ne sais pas si… n'hésite pas à rouvrir ton micro si tu le souhaites. On dirait que tu le cherches dans la foule comme ça. En attendant qu'il réponde, peut-être… effectivement, je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler un moment et on ne pourra pas trouver la réponse nous-mêmes, mais pour moi, il y a un petit peu cette responsabilité individuelle qu'on se donne à nous-mêmes, je pense. Et parfois, je vois des gens qui se proclament UX et qui ont peut-être fait une formation de 2 jours. Et je trouve que c'est un petit peu difficile d'avoir éventuellement vu les sciences cognitives, préparé des tests utilisateurs, fait ce genre de choses. Mais tant que c'est des personnes qui vont au contact des utilisateurs, même si des fois c'est mal fait, je me dis, bah, en fait, c'est peut-être déjà un peu de l'UX et il y a peut-être juste cette notion de se dire, peut-être juste aller poser la question de manière assez douce en mode et vous avez rencontré des utilisateurs et puis peut-être juste dire, c'est peut-être ça l'important en fait, quoi. Carrément. Merci, Karine. Ouais, Rémi n'est pas… ouais. je ne sais pas si on pourra… Je ne pense pas qu'on arrivera. Je voyais dans les différents commentaires, il y a des personnes qui ne sont pas UX, mais qui font aussi de l'UX et finalement, et ça se passe bien. Je pense qu'il y avait des gens qui faisaient de l'UX avant même qu'on appelle de l'UX UX.
Pour être clair, moi, j'ai travaillé avec des gens qui travaillaient dans la relation client et qui avaient vraiment ce souci en fait, de comment ça allait se passer pour les utilisateurs et qui avaient une empathie tellement développée en fait, et qui avaient ce rôle un peu, mais de manière informelle. Et j'ai aussi travaillé avec des UX designers qui n'étaient pas du tout centrés utilisateurs. Et donc, je pense qu'il faut dépasser le débat du est-ce que tu es UX ou est-ce que tu n'es pas UX, mais plutôt qu'est-ce que tu fais et montre-moi ce que tu fais. Et donc, c'est en ça que les matrices, elles sont vraiment intéressantes. J'en remets une juste pour enfoncer le clou, qui a été publiée par le Nielsen Norman Group. Elle a l'avantage de pouvoir être remplie par plusieurs personnes. C'est des questions très simples. Et après, vous pouvez avoir une visualisation assez graphique en forme de toile d'araignée de l'ensemble des compétences de l'équipe. Et du coup, assez vite voir est-ce que vous avez des trous dans la raquette, est-ce qu'il vous manque vraiment des compétences en animation d'atelier, par exemple, dans l'ensemble de vos équipes, il n'y a personne qui est bon là-dessus. Du coup, pour un prochain recrutement, ça peut valoir le coup de se positionner là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut plutôt raisonner en termes de compétences que d'intitulé, mais ça vaut plus large que pour les métiers du web. Je pense que si vous avez on a tous évolué dans le monde de l'entreprise et par exemple, un directeur commercial d'une boîte à l'autre, en fait, il va avoir des responsabilités et un périmètre qui va être juste complètement différent. Et pour autant, ils auront le même intitulé. Donc, je pense qu'il faut voir un peu plus loin que ça et garder la tête froide sur est-ce qu'il a les compétences ou pas. Et pour ça, on doit s'outiller parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément simple de se présenter en entretien et de pouvoir globalement en fait, visualiser les compétences d'un designer. Bon, je vois en tout cas que ça… Alors… Ça fait pas mal réagir. Ouais. Mais c'est hyper intéressant en tout cas comme question. Ça nous a bien fait réfléchir. J'espère que les petits liens qu'on vous a envoyés vont vous aider. En tout cas, c'est intéressant de voir les différents échanges. Et si vous aussi, vous avez des outils ou des liens, vous pouvez nous les partager. Ouais. Il y a David qui a partagé le lien de Raphaël. Et je pense qu'effectivement, après, c'est dans la pratique parce qu'on peut être bardé de diplômes, mais si derrière, il n'y a pas eu la pratique, c'est aussi là que ça risque de se compliquer, quoi. Donc, ouais. Effectivement, Sarah, bien d'accord. C'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures. OK. Ouais, et moi, je suis en train de me lancer dans les discussions sur le chat, du coup. Bon, alors, on passe à la troisième question. Comment faire adopter l'approche UX/product design à l'ensemble des départements au regard des posts LinkedIn qui disent préférez-vous le design A ou design B? Alors là, c'est pareil, je crois que c'est aussi une question de toi, Benjamin, sans vouloir te dénoncer. Si tu peux juste nous reclarifier, en fait, tel qu'on l'a interprété. On va trouver une solution. Non, il a repris la main, c'est bon, il arrive. Il va nous remettre les slides. Du coup, je vous ai mis la question dans le chat déjà. Comment faire adopter l'approche UX Product Design à l'ensemble des départements au regard des posts LinkedIn? Préférez-vous le design A ou B? D'ailleurs, si la personne qui a posé cette question est dans le chat, qu'elle n'hésite pas à se manifester. On a essayé de décrypter la question, mais on n'avait pas tous la même compréhension. Alors, je suis désolé, c'est encore moi, du coup. Vas-y. Mais j'ai vu Jérémy échanger justement avec, je ne sais plus exactement, c'était qui? C'était Laurent Galen, avec qui il a fait un podcast aussi qui était très intéressant, que j'avais écouté. Justement parce que Laurent Galen, quelqu'un sur LinkedIn, donc, qui fait des fois des posts où il explique, donc préférez-vous le poste A ou le poste B? Le problème avec ça, c'est que donner ça à la visu de tout le monde et de tous les métiers, finalement, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est au pricing ou quelqu'un qui va être un dev. Il va voir les réponses, il va voir que les designers ne sont peut-être même pas d'accord entre eux au départ. Il va tout simplement dire comment te faire confiance alors que toi-même, tu n'es pas raccord avec tes confrères. Et comment j'ai développé en fait ton produit, ton service.
comment accepter que ton truc va me coûter 10 points alors que ça se trouve, il pourrait en coûter que 2 parce que un autre designer pourrait me faire le taf. Voilà, c'est surtout ça. Donc, design A ou B, ce genre de post sur LinkedIn qui est un peu problématique à mon sens, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai Je veux peut-être un bien élément de commencer. réponse. Si vous m'entendez? Oui. Yes. Donc, je ne vais pas juger en fait les communications design A ou B. Je pense que voilà, il y a des gens qui trouvent peut-être un intérêt. Je ne suis pas sûr que ça soit mal ou bien. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que pour moi, tout l'enjeu de nos approches et de l'accompagnement au changement qu'on doit mener, il est effectivement, et la question, elle est hyper judicieuse, c'est comment est-ce qu'on donne confiance dans le processus pour aller au-delà de l'intuition. Parce que en tout cas, moi, personnellement, si je suis venu à l'UX, c'est justement parce que je voulais sortir des débats, je pense qu'il faut du rouge ou je pense qu'il faut du vert. Parce que dans ces cas-là, et notamment quand tu es face à un dirigeant, il y a un moment donné, si on en est à ce niveau-là, c'est le nombre de galons en fait, qui va jouer, et donc on va perdre à chaque fois. Et donc, c'est comment en fait, on remet un peu de sérénité et un peu de comment on vient solidifier le discours. Et donc, pour moi, en fait, l'idée, c'est dans un premier temps, je dirais qu'on ne conçoit pas pour nous, mais on doit concevoir pour les utilisateurs. Donc déjà, l'idée, ce n'est pas de savoir quel est notre avis. Enfin, on peut le demander de manière polie, mais ce n'est pas l'objet et ce n'est pas le sujet. Parce que ce n'est pas nous qui allons utiliser le produit, ce n'est pas nous qui allons utiliser le service dans la plupart des cas. Le deuxième point, c'est que les méthodes UX, ce qu'elles ont de puissant, pour moi, en fait, c'est qu'elles s'appuient sur des sciences, que ce soit l'ethnographie, l'ergonomie, la sociologie. Et donc, ça permet de venir solidifier le discours, de venir l'étayer et pour pouvoir justifier les choix qui sont faits. Et dire, ben, voilà, on a choisi de faire le A parce qu'on a pu, des études qu'on a menées ou des observations qu'on a pu mener avec ces protocoles-là, identifier que, et des tests qu'on a pu mener, on a pu voir que c'était ça qui fonctionnait mieux. Après, on peut être d'accord ou pas avec l'avis, mais on est obligé de se ranger quand même aux éléments qu'on vient amener. Et si on n'est pas capable effectivement d'étayer ça avec de la donnée, c'est là que ça devient un peu compliqué et un peu risqué. Et donc, je faisais la remarque à des étudiants qui me présentaient en projet leur processus, et puis ils identifiaient qu'ils avaient 3 pistes de créa et qu'ils avaient choisi en fait de partir sur la piste 1. Et il y a le commanditaire qui était là et qui écoutait ça, puis il dit ouais, moi je pense qu'il faut faire la 3. Et donc je lui dis, bah, vous voyez, là vous êtes fait retourner comme des crêpes en fait parce que vous n'aviez pas préparé ça et vous n'aviez pas les arguments en fait pour justifier le fait que vous vouliez faire le 1. Et dans ces cas-là, effectivement, ben, vous êtes un petit peu sec en fait quand il faut argumenter sur le non, mais moi je pense qu'il faut vraiment faire le 1. Toi, tu dis qu'il faut faire le 3 et en même temps, c'est toi qui payes, quoi. Donc, il y a un moment donné, si on en vient sur ces discours-là, on ne va pas pouvoir aller loin. Donc, il faut solidifier le discours. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais me permettre de prendre la suite pour aussi appuyer l'exemple de je suis tranquille à mon bureau, et effectivement, quelqu'un vient avec le screenshot imprimé ou sur son téléphone du fameux tiens, tu préfères le A ou le B, et de mettre un peu la personne face à l'absurdité de la question et de l'impossibilité de répondre, en fait, en lui posant toutes les questions que nous, en tant qu'UX, on devrait se poser face à un truc comme ça, plutôt que de se dire mince, la personne veut que je réponde, est-ce que je préfère A ou B, il faut absolument que je réponde A ou B, et non lui dire lui poser toutes les questions ok, mais vas-y, parle-moi un peu du contexte. L'utilisateur, il vient de quel écran là? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant cet écran-là? D'où est-ce qu'il vient? Et quelle est la tâche d'ailleurs? Est-ce que tu peux me parler de la tâche que l'utilisateur est en train de faire? Où est-ce qu'il va? Quelles sont les métriques aussi? Quel est le besoin? Avant que je te réponde, parlons un peu du besoin du business par rapport à ces deux fameux écrans A ou B. Et normalement, là, la personne devrait être en train de se dire ah, mais en fait, oui, c'est vrai, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Et puis, du coup, on peut continuer à enfoncer un peu le clou comme ça. Parle-moi des personas. C'est pour qui cet écran? C'est pour qui ce service? Et en montrant un peu l'absurdité de tout ça, et surtout en montrant à la personne toutes les questions que nous, en tant qu'UX, on est censé se poser, et auxquelles le process permet de répondre. Tu disais, Jérémy, il faut faire confiance dans le process. Et il est là tout notre boulot. Normalement, la personne elle-même là est en train de comprendre qu'on ne peut pas répondre. Si elle n'est pas capable de répondre à toutes ces questions,
on peut conclure en lui disant, écoute, du coup, toi, tu préfères le A ou le B, mais autant toi que moi, on n'est pas les utilisateurs de ce que tu es en train de montrer. Il faut connaître les métriques, les personas, d'où est-ce que les utilisateurs viennent, où est-ce qu'ils vont, etc. Et là, on peut prendre une décision. Mais une décision comme ça de A ou B, si on en est là, autant que je parte de l'entreprise, quoi. C'est radical, mais tu as raison. Ouais, moi, je te rejoins complètement. Et en fait, je dirais juste que finalement, des fois, c'est pas le A ou le B face aux parties prenantes, mais c'est le A ou le B face aux utilisateurs. Quand je donne des formations au Gobelin, ça, c'est une question un peu récurrente de les A/B tests, c'est bien ou pas? En fait, bien sûr que c'est super bien, les A/B tests. C'est un levier de monétisation et autres qui est hyper important, en fait, mais d'un point de vue data. Et en fait, je pense que les designers ont envie de faire un pont avec la data et c'est hyper bien. Et je pense qu'il faut aller par là. Mais en fait, on le fait de manière hyper maladroite où on pense que on va faire tester une homepage A vs une homepage 2. Ce qui peut bien fonctionner auprès des utilisateurs, c'est si on fait tester une fonctionnalité clé ou alors un micro-wording pour voir c'est quoi l'adoption. Mais en aucun cas, c'est le graphisme général d'une page, quoi. Et souvent, c'est des choses qu'on a tendance peut-être à faire plus quand on débute parce qu'on a moins confiance en notre expertise et en ce qu'on peut apporter. Karine, est-ce que tu voulais ajouter un truc sur cette question-là? Non, un peu comme vous, en disant que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de test. En fait, l'A/B test, c'est effectivement un outil super puissant. Après, c'est toujours la même question, c'est pourquoi on fait un test, pourquoi on fait un prototype, pourquoi on fait une maquette. Toujours se poser la question du contexte. Et il y a des cas où ça va être pertinent d'avoir effectivement de la donnée. Il y en a d'autres où on va essayer de calquer une mode. Et c'est un petit peu comme la question du bon chasseur de tout à l'heure, qui m'a fait beaucoup rire en me disant tout est question de comment et pourquoi on est en train de faire les choses, en fait. Ouais. Ok, il est 19h04. Moi, j'avais en tête qu'on finissait à 19h30, mais je voudrais pas je sais pas, apparemment, on s'est peut-être mal compris. Est-ce qu'on prend encore une autre question ou vous voulez qu'on passe Je à pense la qu'on suite? peut en prendre une autre parce qu'il y a une dernière question qui a retenu pas mal de votes aussi sur la relation PO-UX. Donc, je pense que Alors là, c'est pareil, si vous avez 4 heures. À qui est-ce qui veut commencer à intervenir là-dessus? Alors, l'intitulé de la question, c'était la relation PO-UX, comment ne pas se marcher dessus, qui fait quoi, etc. La battle. Qu'est-ce qui veut Ouais, commencer? c'est un peu. Sinon, on peut répondre aux questions simples d'abord, parce qu'il y en a plusieurs des petites questions. Moi, je vous mets en lien un article qui s'appelle Product Owner, jamais je m'ennuie. Il y en avait une. Et qui peut peut-être déjà apporter des éléments de réponse. Il y a Habib qui. Ouais, il y a Habib et Emmanuel qui précisent un peu sur le point des user stories. Et je trouve que c'est intéressant, Habib qui dit c'est surtout qui écrit les user stories, c'est de là que vient le gros problème. En fait, on pourrait peut-être juste donner un peu de contexte pour tous ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est un PO. Donc, PO, c'est Product Owner. On pourrait dire, nous, c'est comme ça qu'on l'a traduit dans notre livre pour essayer d'être le plus français possible par un chef de projet. Bien sûr que c'est quelqu'un c'est plus un chef de produit, en fait. C'est-à-dire que c'est la personne qui prend un peu le lead sur le produit, qui apporte la vision et qui coordonne l'ensemble de l'équipe pour être sûr que, de la phase de construction jusqu'à la phase de mise en production, pour être sûr que le produit en fait sorte bien et qu'il réponde à une valeur utilisateur et en même temps qu'il réponde à la vision de l'entreprise. Donc il y a souvent un espèce de fight parce que l'aspect conception, en fait, le PO parfois a sa propre vision qu'il veut un peu imposer et parfois le designer a sa propre vision qu'il veut un peu imposer. C'est souvent là où se jouent les tensions. La cata. Et il y a Méline qui. Ouais. Il y a Méline qui dit souvent le PO se dit garant des besoins de l'utilisateur, mais je dirais bien aussi la même chose pour un UX. Alors, ouais, pour moi, c'est littéralement la définition de l'UX. Et pour moi, le PO va être effectivement plutôt responsable de la qualité du produit.
avec plusieurs axes, avec son lead dev qui va être lui responsable de la qualité du code, son lead UX qui va être responsable des besoins des utilisateurs. Et effectivement, si on est passé à un PO qui se dit garant des besoins de l'utilisateur, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas garant des autres choses, ou alors qu'il ne fait pas confiance en fait, aux personnes qui sont responsables de leur propre pôle. Et c'est vrai que pour moi, les PO avec qui j'ai eu le plus de difficultés, c'est ceux et celles qui étaient plus qui avaient envie de tout micromanager, quoi. Mais sinon, ceux qui prennent en charge vraiment la responsabilité de la qualité du produit, c'est trop bien de travailler avec un PO en fait, qui va nous aider à bien cadrer c'est quoi les prochaines étapes en fait du produit. Peut-être que j'aime bien la question de Méline. Est-ce qu'un UX, du coup, ça veut dire il a une vision client et utilisateur, c'est comme un PO? En fait, je pense qu'on peut tous avoir une vision un peu différente de qui fait quoi dans l'équipe, quoi. Et en fait, c'est pas grave, ça reste qu'un PIMS, en fait. Mais en tout cas, moi, la définition que je vois, la différence entre les deux, c'est que le PO, lui, il est garant du backlog et il est garant des devs aussi. Que le produit, en fait, il sorte, qu'il fonctionne, qu'il soit utile et utilisable. Alors que les designers, nous, on est plutôt là, je pense, pour accompagner le PO en phase amont, en cadrage, avec lui, main dans la main, pour justement remettre bien l'utilisateur au cœur des préoccupations. Et je pense qu'on a un rôle aussi, mais parfois ce rôle est pris par un Scrum Master ou un coach agile, de faire des ateliers de co-création pour pouvoir ensemble, PO, dev et user et designer, imaginer quelque chose qui aille dans la même direction, quoi. Moi, je rajouterais un truc, on en parle un petit peu dans le livre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se comporte en ayatollah ou tu vois, en exclusivité en fait les contacts utilisateurs, c'est nous, ou les besoins utilisateurs, c'est nous et personne d'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail en fait autour encore une fois, de l'empathie et de comment ça se passait avant que j'arrive dans l'équipe ou avant que le PO arrive dans l'équipe, qui faisait quoi, est-ce qu'il y avait vraiment des trous dans la raquette et comment on se répartit le gâteau. Et pas raisonner en silo, en fait, de dire non, ça c'est chasse gardée, tu viens pas là-dessus parce que sinon ça va être le battle. Moi, j'ai travaillé avec des PO qui faisaient des maquettes et c'était OK. Et j'ai moi-même, en tant que UX, des fois eu à gérer, à donner des priorités sur des backlogs, etc. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment s'insérer dans un contexte et se dire, voilà, de quelles compétences on a besoin, de quelles comment dire, c'est quoi le faisceau de compétences dont on a besoin et qui prend quoi, pour éviter qu'on se marche dessus, mais surtout éviter aussi qu'on ait des trous dans la raquette. Donc ça fait le lien avec la question d'avant, en fait, sur les intitulés de métier. Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas deux PO qui vont faire le travail de la même manière. Alors, on peut avoir une idée préconçue, en fait, a priori, il est censé faire ça, mais dans tous les cas, il va falloir quand même discuter de manière totalement apaisée avec les gens en disant, alors, explique-moi ce que tu fais, et de voir en fait comment on peut amener de la valeur sans marcher sur les pieds des autres et de la même manière dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce que les autres vont pouvoir augmenter en fait ce qu'on va faire sans faire des doublons avec ce qu'on fait déjà et qu'il n'y ait pas de frustration en fait, c'est vraiment tout l'enjeu là-dedans et de sortir de ces guerres de clochers ça c'est censé être moi qui le fais, ça c'est censé être toi, tant mieux si on est deux à aller au contact des utilisateurs, j'ai envie de te dire, on aura des regards complémentaires, c'est top quoi, surtout allons-y quoi. Par contre, assurons-nous qu'on n'est pas trop dans la raquette, quoi. La raquette, c'est un trou gigantesque. Je sais pas si David, tu veux intervenir là-dessus. Il se remonte les manches carrément. On a dit fight, non? J'étais en train de demander à 2-3 personnes s'il y avait un avis là-dessus, notamment Olga, qui était ancienne PO et qui est devenue UX, mais voilà, qui n'a pas beaucoup de bouteilles en UX et qui ne voulait pas trop se lancer. J'ai demandé aussi à Rémi, qui, encore une fois, parce qu'il travaille chez Tiga, ils sont à fond product, et du coup, je me demande s'il avait des choses à dire là-dessus. Et moi, ce que je pense là-dessus, sincèrement, c'est effectivement, il y a des moments où ça se marche dessus, et tu disais, tu as bossé, Jérémy, avec des PO qui faisaient des maquettes, moi j'ai bossé avec des PO qui faisaient des user flow complets, et je trouve que ça va bien. Ce qu'il faut surtout, en fait, c'est dès le début mettre les choses au clair. Dès le début mettre les choses au clair, se poser avec le PO,
Et récemment, je disais aux étudiants là, avec qui je bossais, et certains sont là, quand vous arrivez dans une boîte, passez du temps à aller voir les gens et leur demander qu'est-ce que tu attends de moi, comment tu bosses, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, pour arriver à régler un petit peu les idées préconçues et se mettre d'accord. Et je pense qu'avec un truc comme ça, on arrive déjà à bien identifier qui va faire quoi. Et effectivement, UXPO, on fait des choses un petit peu, on fait des choses communes, et il faut un peu accepter le truc, et de temps en temps, s'il y a quelque chose qui a été fait par le PO et ça ne passe pas, il ne faut pas le prendre pour soi, il faut aller voir le PO. Et Jérémy, Marina, je vous disais, quand j'avais relu le livre, un des gros trucs qui m'a aidé, j'en parlais aussi avec Rémi à un moment, un des gros trucs qui m'a aidé, moi, c'est tout ce qui est communication non violente. Et d'appliquer les méthodes de communication non violente pour aller voir le PO et dire, voilà, je vois que tu as fait ça, voilà pourquoi ça fonctionne pas, voilà pourquoi moi je pense qu'il faudrait le faire autrement, et j'aimerais qu'à l'avenir on fasse plutôt les choses de telle façon, si tu veux bien. Vraiment avoir une approche comme ça et pas le prendre personnellement, se dire putain, le PO il a encore fait les maquettes, ça va pas, j'en peux plus que ça se passe comme ça. Je pense qu'avec une démarche assez ouverte là-dessus, ça peut vraiment régler. Mais on est sur de la communication là pour moi avec cette question. Mise au clair dès le début, identification des périmètres, on sait qu'à un moment on va se marcher sur les pieds, et avoir l'intelligence à ce moment-là de se dire ok, voilà, ça a été fait comme ça, c'est factuel, maintenant comment on peut faire pour que ce soit plus intelligent les fois suivantes, quoi. Tu as mis le doigt sur un point qui est hyper important et qu'on souligne bien dans le bouquin, je pense, enfin j'espère en tout cas, c'est l'aspect de l'empathie par rapport à une situation qui crée des frictions. C'est-à-dire, plutôt que de monter au créneau et de se mettre sur la tronche avec le PO qui veut absolument faire ses maquettes, c'est de dire bah, qu'est-ce qui se cache derrière ça en fait. Est-ce que peut-être qu'il aurait toujours voulu faire du design et qu'on ne lui a jamais permis de le faire et qu'il y a une part de frustration là-dedans, et en quoi c'est mal en fait quelque part de l'empêcher en fait de faire ça à partir du moment où si ça ralentit pas le projet, et plutôt de voir en fait comment nous on peut venir s'insérer là-dedans en disant bah c'est top ce que tu as fait là, par contre si on veut pouvoir le réexploiter, bah, faut peut-être qu'on le fasse dans un autre outil qui est peut-être un peu plus adapté, et bien je te montre, et plutôt être dans la collaboration et plutôt que encore une fois dans la chasse gardée. Voilà, enfin, ce serait vraiment mon point. Je pense qu'il faut dépasser ce truc-là en fait si on veut faire avancer le sujet. Sinon, effectivement, ça va encore une fois des guerres de clochers, créer des tensions, et c'est à la machine à café que ça va se régler. Mais en attendant, le projet, il ne va pas avancer, quoi. Donc, ouais, non, pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais bon, il y a un truc que tu as dit, je me suis dit, c'est vraiment génial. J'avais un truc à ajouter, comme ça te laisse le temps de trouver. C'est les quelques fois où ça a pu être compliqué pour moi avec des PO, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement, comme on parlait des trous dans la raquette, c'est d'essayer d'apporter de l'expertise là où la PO n'avait pas ces expertises-là. Et en général, ça se joue surtout sur les entretiens utilisateurs avec des gens qui ne sont pas formés pour écrire un questionnaire avec la notion de directif, semi-directif. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire ou pas, mais de parler un petit peu de choses techniques de l'UX en disant voilà moi ce que je compte mettre en place, est-ce que tu as mieux à proposer, et se rendre compte que voilà là-dessus je vais avoir un peu plus d'expertise que la personne qui est PO, et montrer que mon métier en fait a de la valeur parce que j'ai une formation sur tel sujet, que j'ai telle expertise, telle expérience aussi, et montrer que ça va juste apporter de la valeur, et comme ça on peut effectivement se répartir un petit peu le travail en fait. Et David, est-ce que ça t'a permis de retrouver ce que tu voulais dire ou pas? Eh ben, figure-toi que non. Mais en attendant, donc j'ai demandé dans le chat en privé à Rémi s'il voulait nous en parler. Il est en train de s'occuper de sa petite, donc c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il disait, il est d'accord sur un truc, c'est de l'évangélisation. Vraiment évangéliser notre métier, notre façon de faire. Et aussi, on est sur un métier où les gens vont vouloir faire des choses. Et dans ce cas-là, c'est vraiment aller expliquer, évangéliser et se mettre d'accord, quoi. J'en profite pour faire une petite page de pub pour notre livre parce que justement, en fait, on est vraiment parti de ce constat-là. Enfin, c'est tout ce qu'on raconte dans toutes les pages. On essaye, finalement, on ne parle pas du tout de l'expertise comment être UX, mais plutôt de comment faire pour se faire des amis et des alliés dans la boîte, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire de l'UX. Et en fait, on s'en fout de faire de l'UX, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire des produits qui sortent et qui servent vraiment, quoi. Et là, je pense que toute l'équipe, on a tous le même but là-dessus. Et
en vrai, c'est pas évident. Et ce qu'on a essayé de faire dans chacune de nos fiches, c'est un premier paragraphe où on explique un peu comment est-ce qu'on ressent ce problème au quotidien et qui est une grosse frustration pour nous. Un deuxième paragraphe en mettant un peu, en prenant du recul et en disant OK, nous on le ressent comme ça, mais les gens qui sont en face, comment est-ce qu'ils le ressentent? Peut-être que les PO qu'on peut pas saquer ou qui nous énervent comme ça au quotidien, eux aussi le soir ils sont mal, on sait pas en fait. Et en fait, vraiment tout le propos du livre, c'est essayer de changer de regard, de voir l'autre, le point de vue de l'autre et de voir en fait comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des compromis entre les deux. Donc parfois on a un peu des redites dans le bouquin, mais pour nous c'est hyper important et comme disait David, ça fait partie de l'évangélisation, de la communication non violente et puis du relationnel, quoi. Ouais. On parle souvent de l'empathie comme une qualité essentielle pour un UX designer, mais je me demande un peu où est l'empathie quand on est en train de se mettre sur la tronche avec un PO pour des problématiques de périmètre. Et donc, c'est vraiment notre discours, il est vraiment de se dire, il y a toujours des problématiques au quotidien, c'est comment on dépasse ce truc-là pour faire avancer le sujet. Et donc, c'est vraiment sortir du. On avait toujours cette expression en fait du Calimero, vous voyez un peu l'image, ce petit oiseau qui dit c'est vraiment trop injuste, personne ne me comprend, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, se dire, bon, avec ce bouquin, j'espère en tout cas qu'on pourra aider à sortir un peu de cette ornière-là et se dire, voilà, comment on peut, en faisant preuve d'empathie, amener du coup les bonnes solutions aux vrais problèmes. Parce que le problème, c'est jamais que l'UX, il veut bloquer, le PO veut bloquer l'UX, quoi. Le PO, il veut juste justifier son salaire et juste s'éclater dans son job comme nous. Et donc, comment on fait pour que ça serve en fait le projet au global? On va conclure, parce que je pense qu'on est en train de. Il y a déjà des personnes qui ont dû nous quitter, pardon. On voulait évoquer un peu avec vous la suite, parce qu'on se dit, voilà, ce livre, en fait, il est sorti maintenant. Pour nous, c'est le début de quelque chose, enfin, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. Et donc, on voulait vous soumettre un petit questionnaire pour ceux qui ont le temps. Donc, on va remettre l'URL dans le chat pour les personnes qui auront eu l'occasion de le lire, en tout cas. Si vous avez des retours à nous faire sur ce que ça vous a apporté, ce qui aurait pu être amélioré, surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Et d'une manière générale, alors soit après, on peut poursuivre la discussion pour ceux qui le souhaitent, d'une manière ou d'une autre, mais on aimerait bien pouvoir garder le lien avec vous, si vous le souhaitez, pour vous accompagner et enrichir encore une fois une forme de communauté autour de la pratique de l'UX, mais au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément traiter d'aspects théoriques ou de méthodologies spécifiques ou d'outils, mais plutôt de, voilà, je suis freiné par rapport à ça ou je rencontre ça comme problématique. Et il y a forcément des gens qui ont rencontré les mêmes sujets. Et déjà, ça rassure en fait de se dire que on n'est pas tout seul. Et il y a certainement en fait des gens qui ont déjà eu à craquer ces solutions-là et de s'en inspirer sans forcément appliquer et répliquer mot pour mot, mais de se dire voilà, si lui il a réussi à le faire comme ça, peut-être que moi ça peut me donner des idées. Et du coup, ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours sur est-ce que ça vous dirait et quelle forme ça pourrait prendre. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire par la suite, quoi. Ouais, moi j'ajouterais que je pense qu'il y a plein de problématiques qu'on n'a pas encore craquées et on aimerait bien pouvoir les craquer. On n'a pas encore de dispositif, si on le fait juste là, tous les 3 ou si on étend, parce que nous, on croit vraiment à tout ce qui est intelligence collective et tout. Donc si vous voulez aussi faire partie de l'aventure, pourquoi pas, dites-le nous. Mais voilà, on est un peu en recherche de nouvelles idées et on a envie de construire des nouveaux trucs avec vous. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. On voulait en tout cas vous remercier, pour votre présence, pour votre soutien aussi, les personnes qui nous ont envoyé des messages sympas, qui ont acheté le livre, etc., ou qui l'ont consulté. En tout cas, c'est top de voir que ça sert et que ça rencontre, entre guillemets, son public. On a des super feedbacks, en tout cas, et rien que pour ça, ça valait le coup de mener ce projet à bien. Et donc, n'hésitez pas à rester en contact. Et nous, on vous dit en tout cas, la prochaine fois, il y aura certainement un nouveau numéro et on est au début de quelque chose, quoi. Merci beaucoup. Je regarde les éléments dans le chat. On est en train de monter une école dans le chat, Jérémy, t'inquiète pas. D'accord. Je vais m'inscrire alors. Merci à tous. Bonne soirée. Et Merci on beaucoup. reste là encore quelques minutes pour aussi des personnes qui souhaitent échanger en cercle un peu plus restreint. C'est avec plaisir, quoi. Ouais, Bonne merci soirée. à tous et
C'était trop chouette, même si ça manquait de petits fours. Ouais, c'est clair. Ou du Clairement. jus d'orange. Tout à fait. On est Et d'accord. des verres, on nous dit, ouais. Merci Rémi. Merci Rémi. Ouais, et merci David aussi d'être venu. Bah, merci à vous. Merci. Si tu disais s'il y a une ou 2 minutes, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que moi, ce livre, donc pour avoir fait partie des relecteurs, au moment où j'ai lu le truc, je me suis dit, mais j'ai eu des moments dans ma vie pro où j'avais l'estomac noué, la gorge nouée, où 2-3 fois je suis rentré en pleurs au taf, enfin en pleurs chez moi, du taf. Régulièrement aussi à me dire putain, mais c'est pas mon métier en fait, je sais pas faire mon métier, c'est pas possible, si les gens me demandent ci, me demandent ça, si on me demande de faire que des maquettes, ce genre de trucs, j'ai pas compris le métier, j'ai pas compris ça, et en fait je me suis rendu compte en lisant, enfin avec l'expérience, je me suis rendu compte de pas mal de trucs qui ont été tout synthétisés vraiment dans votre bouquin, quoi. Et je pense, ça je l'ai vraiment conseillé là à mes étudiants récemment, pour leur dire il faudrait des cours entiers de ça. Il y a beaucoup de monde qui part justement dans le boulot en se disant on est des UX, parfois on nous attend un peu comme les messies, etc. Et quand on arrive, on se fait tacler, on a l'impression de se faire tacler de partout parce que justement on n'a pas cette compréhension de les gens ne savent pas vraiment quel est notre métier, ils vont nous demander des choses qui sont à côté de la plaque par rapport à ce que nous on peut faire. Et quand j'ai lu votre bouquin, je me suis dit il faut un cours de ça dans toutes les écoles, quoi. Il faut vraiment que tout le monde puisse partir dans la vie professionnelle avec cette vision, et ça, on ne l'a pas. J'ai vu des gens qui ont quitté ce métier à cause de problèmes que je vois dans votre bouquin. Et franchement, c'est pas parce qu'on est potes, c'est pas uniquement parce qu'on est potes, mais merci beaucoup d'avoir écrit ce bouquin. Je trouve que vous avez apporté un gros truc qui manquait à la profession, quoi. Donc, je vais écraser une larme. Merci David. C'est cool.